merci de me donner la parole pour présenter cette étude d'Epiphare sur l'effet de l'âge relatif sur l'initiation d'un traitement par méthylphénidate en France chez les enfants de 5 à 10 ans. Ce travail a été réalisé avec Alain Veil et Mahmoud Jurek en collaboration avec 3 cliniciens que je remercie, le professeur Hugo Père, le professeur Martin Chalumeau et le professeur Yann Mikaelov. Alors, quelques mots d'introduction, si ça marche, oui. D'abord sur la notion d'effet d'âge relatif, qu'on peut définir par l'avantage dont bénéficieraient les individus nés plus tôt, c'est-à-dire les plus âgés, au sein d'une cohorte qui pourrait être constituée par exemple selon une année civile, académique ou une catégorie sportive. Cet effet est bien connu dans la littérature du sport de haut niveau, mais aussi en sciences de l'éducation, où il a été observé de meilleures performances en sport individuel, plus de qualifications en équipe nationale pour les sports collectifs chez les plus âgés d'une catégorie sportive, mais aussi de meilleures évaluations pour les plus âgés d'une année académique. Cet effet avait généralement été attribué à une disparité qui peut être importante selon le mois de naissance entre des enfants d'un même groupe d'âge en termes de développement physique, mais aussi de maturité cognitive. L'effet d'âge relatif a aussi été étudié dans le cadre du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, avec une vingtaine d'études internationales, peut-être même un peu plus. Ces études menées dans des pays ayant des habitudes différentes vis-à-vis du diagnostic et de la prise en charge du TDAH retrouvent pourtant, pour la large majorité, une plus grande probabilité de diagnostic ou de traitement du TDAH chez des enfants plus jeunes par rapport à des enfants plus âgés au sein d'un même niveau de scolarité. Une étude française avait aussi fait cette même conclusion, mais dans cette étude, il n'y avait pas de groupe comparateur qui aurait permis de quantifier l'effet d'âge relatif, ni même de prise en compte d'éventuels facteurs modulateurs de l'effet. La prescription de méthylphénidate chez l'enfant pourrait être sensible à un effet d'âge relatif car elle est potentiellement liée à la maturation neurologique du système nerveux central. Le méthylphénidate est un médicament psychostimulant qui est inscrit sur la liste des stupéfiants. Il constitue en France le seul traitement médicamenteux du TDAH, qui est un trouble du neurodéveloppement qui touche environ 5% des enfants d'âge scolaire. Le traitement est utilisé en deuxième intention à partir de 6 ans, lorsque des mesures correctives psycho-éducatives, sociales et familiales se sont avérées insuffisantes. Et après une évaluation très rigoureuse de la sévérité et de la chronicité des symptômes, mais aussi de leur impact sur le fonctionnement scolaire, le fonctionnement familial et social, en tenant compte, et c'est important, de l'âge réel de l'enfant. Les 6-17 ans sont les principaux utilisateurs du traitement. Les initiations de traitement sont réservées aux pédiatres, psychiatres et neurologues. Elles devaient être faites à l'origine en milieu hospitalier jusqu'en septembre 2021 et ont depuis été élargies aux spécialistes de ville. Les initiations de traitement se font le plus souvent entre 6 et 11 ans, très majoritairement chez des garçons. On a 4 garçons pour une fille. La prévalence d'utilisation est faible en France par rapport à l'Amérique du Nord, par exemple, et à certains autres pays européens. Mais cette prévalence est en constante augmentation en France. Nous avons fait pour ce travail l'hypothèse d'un recours différentiel en France au méthylphénidate et à l'orthophonie selon l'âge relatif, et celle que ce recours différentiel pourrait être influencé par le milieu scolaire. On connaît le rôle central des enseignants pour évaluer les problèmes de comportement, de difficultés scolaires des enfants et de sensibiliser leurs parents. Notre objectif était de quantifier l'effet de l'âge relatif sur l'initiation d'une part de méthylphénidate, qui est notre événement d'intérêt principal dans cette étude, mais aussi de desmopressine, qui est un médicament le plus souvent indiqué pour traiter l'énurésie nocturne. On a considéré l'initiation de desmopressine comme un événement contrôle négatif pour tester l'influence du milieu scolaire sur nos résultats. La gestion des problèmes d'énurésie nocturne revient plutôt à
à l'entourage familial de l'enfant sans une influence attendue de l'environnement scolaire. Donc nous avons fait l'hypothèse d'une absence d'effet d'âge relatif sur l'initiation de desmopressin. Nous avons utilisé les données du registre Épimère, qui est développé à partir du SNDS et qui regroupe l'ensemble des grossesses prises en charge depuis 2010, ainsi que les enfants issus de ces grossesses. Nous avons inclus les enfants nés entre 2010 et 2016, à partir du 1er septembre de leurs 5 ans, en excluant les enfants pour lesquels nous avions enregistré avant l'entrée dans l'étude des anomalies chromosomiques ou des malformations congénitales, des troubles mentaux, du comportement ou du développement, certains troubles du système nerveux et des prescriptions de médicaments psychotropes dans les 2 années précédentes. Notre événement d'intérêt principal était l'initiation d'un traitement par méthylphénidate et dans une analyse complémentaire, nous avons introduit notre événement contrôle négatif, l'initiation de desmopressine. Nous avons inclus 7 cohortes d'enfants nés entre 2010 et 2016. Les enfants ont été suivis donc à partir du 1er septembre des 5 ans et jusqu'au 31 juillet des 10 ans pour les 3 premières cohortes d'enfants nés entre 2010 et 2012 qui bénéficiaient d'un suivi maximal jusqu'à 10 ans, ou bien jusqu'à la fin de la période d'études qui était fixée au 31 juillet 2022, ou bien jusqu'à l'initiation d'un traitement par méthylphénidate, ou bien jusqu'à une perte de vue, si c'était le cas. Nous avons fait des analyses d'abord descriptives et calculé notamment des taux d'incidence de recours au méthylphénidate globalement et selon le mois de naissance. Afin de quantifier des effets d'âge relatifs, nous avons fait des analyses de survie en utilisant des modèles de Cox et avons estimé les associations entre le mois de naissance et la probabilité d'initier du méthylphénidate. Ces probabilités étaient calculées pour chaque mois de naissance par rapport à celle d'un mois de référence. En France, les enfants nés en décembre sont généralement les plus jeunes, ceux nés en janvier les plus âgés. Donc nos valeurs de référence considérées étaient dans un premier temps le mois de janvier pour mesurer la plus large amplitude d'un effet d'âge relatif potentiel. Et dans un second temps, nous avons choisi le mois de juin pour être plus proche de la norme de maturité cognitive au sein d'un groupe d'âge, d'une classe. Les analyses ont été ajustées sur des variables sociodémographiques, des variables liées à la naissance ou à la grossesse, des expositions in utero au tabac, à l'alcool, au valproate, à des médicaments psychotropes, l'année d'entrée dans l'étude. Nous avons fait des analyses de sous-groupes pour tester des effets modulateurs potentiels du sexe, de l'affiliation à la complémentaire santé solidaire, de l'indice de défavorisation de la commune de résidence, du rang de naissance, de la prématurité, sur la relation entre âge relatif et initiation de méthylphénidate. Nous avons aussi fait des analyses complémentaires que j'évoquerai en complément des résultats principaux. Au cours du suivi, un total d'environ 39 000 enfants ont initié un traitement par méthylphénidate. L'âge moyen à l'initiation était d'environ 7 ans et demi. 70% des initiations de traitement étaient faites par des médecins salariés de structures hospitalières. Le reste les restes des initiations étaient faites par des médecins libéraux. Le taux d'incidence de prescription de méthylphénidate était de 2,3 pour 1000 personnes aînées, globalement. Et ce qu'on voit sur la figure, pour chacune des 3 cohortes d'enfants qui bénéficiaient d'un suivi maximal, c'est-à-dire les enfants nés entre 2010 et 2012 que l'on a commencé à suivre à partir de 2015, entre 2015 et 2017, on observe une augmentation qui est assez régulière du taux d'incidence de recours au méthylphénidate selon le mois de naissance, entre janvier et décembre, ainsi qu'une chute brutale qui était systématique de l'incidence, autour de 30%, cette chute, pour les enfants nés en début d'année par rapport aux enfants nés en fin d'année précédente. Dans nos modèles multivariés, le sexe masculin, la prématurité, un faible poids pour l'âge gestationnel, les expositions in utero au tabac, à l'alcool, au valproate, aux psychotropes, avaient été retrouvés associés au risque d'initier du méthylphénidate. Ce sont des facteurs de risque déjà décrits pour le TDAH.
La probabilité d'initier du méthylphénidate était plus faible pour les résidents de communes moins favorisées. Nous avons observé des disparités de recours au méthylphénidate selon la région de résidence. Par rapport à la région Pays de la Loire, qui est homogène en termes d'accès aux soins, c'est pour ça que nous l'avons choisi, le risque d'initier du méthylphénidate était plus important pour les autres régions, notamment l'Occitanie et la Normandie. Ces disparités se retrouvaient à l'échelle départementale, avec notamment pour les départements d'Île-de-France des risques d'être traités par rapport à Paris, qui étaient diminués de 50% pour la Seine-Saint-Denis et de 30% pour le Val d'Oise. Nous observons une augmentation, là encore assez régulière, du risque de mise sous méthylphénidate selon le mois de naissance, avec un surrisque maximal de 55% pour les enfants nés en décembre par rapport aux enfants nés au mois de janvier. Lorsque les comparaisons sont faites par rapport aux enfants nés au mois de juin, on retrouve une augmentation tout aussi régulière des risques d'initier du méthylphénidate chez les enfants nés après juin, qui allait jusqu'à 30%, et une diminution du risque pour les enfants nés avant juin, qui allait jusqu'à 15% pour les enfants nés en janvier. Alors, un effet d'âge relatif était observé dans toutes les analyses de sous-groupes selon le sexe, le rang de naissance, le fait d'être né prématuré ou non, l'affiliation à la complémentaire santé solidaire et l'indice de défavorisation. Dans une analyse complémentaire, nous avons fait varier la durée du suivi pour tester si l'effet d'âge relatif était plus ou moins marqué selon le niveau de scolarité des enfants. L'effet était influencé par le niveau de scolarité dans cette analyse, avec un effet d'âge relatif qui était observé chez les 8-10 ans, mais un effet qui était absent ou très modéré avant l'âge de 8 ans. Dans une autre analyse complémentaire, l'association entre âge relatif et initiation de méthylphénidate a été estimée selon l'année d'entrée dans l'étude, afin d'évaluer l'existence potentielle d'un effet de période, des conditions de diagnostic et de prise en charge du TDAH ayant pu évoluer dans le temps. L'effet d'âge relatif dans cette analyse était similaire, quelle que soit l'année d'entrée dans l'étude, ce qui nous laisse penser que le recours différentiel au méthylphénidate selon le mois de naissance ne s'est pas amélioré au cours du temps. Dans une dernière analyse, nous avons introduit l'événement de contrôle négatif, l'initiation de desmopressin, donc pour tester l'influence d'une potentielle influence du milieu scolaire sur les effets d'âge relatif observés. Et nous n'avons pas trouvé d'effet d'âge relatif pour cette molécule dans ce contexte de prescription où le milieu éducatif ne nous semblait pas impliqué. Ce travail conclut à un risque augmenté d'initier du méthylphénidate chez les plus jeunes par rapport aux plus âgés d'un même niveau de scolarité. L'amplitude de l'effet est importante et se situait dans la frange élevée des principales études internationales, malgré une prévalence d'utilisation faible en France par rapport à d'autres pays. C'est ce qu'on voit sur cette figure, indiquant l'ampleur des effets d'âge relatifs en ordonnée selon le niveau de prescription de psychostimulants ou de diagnostic de TDAH en abscisse dans les études de plus large ampleur décrites dans une revue de la littérature récente à laquelle j'ai rajouté nos résultats en rouge sur la figure. Nos résultats allaient à l'encontre d'un mécanisme biologique qui lierait la saison de naissance et l'incidence du TDAH et sa prise en charge. On peut voir sur cette figure que je vous ai montrée tout à l'heure, pour les taux d'incidence de recours au méthylphénidate selon le mois de naissance pour les 3 cohortes d'enfants nés entre 2010 et 2012, on observait une probabilité qui était bien plus élevée d'initier du méthylphénidate chez des enfants nés en décembre par rapport à des enfants nés en janvier l'année suivante.
Ces enfants appartiennent à des niveaux scolaires consécutifs, mais sont nés à des périodes proches, au cours de la même saison hivernale. Et nous pensons que des facteurs de risque environnementaux à la naissance ne sont pas susceptibles de changer de manière abrupte entre 2 mois consécutifs d'une même saison. Nous émettions plutôt 2 hypothèses pour expliquer ces résultats sans privilégier l'une des deux. Euh, D'une part, les plus jeunes d'une classe pourraient être soumis à des attentes pédagogiques qui ne seraient pas adaptées à leur maturité neurologique et être plus susceptibles d'être diagnostiqués TDAH et pris en charge pour ces troubles. Dans la littérature internationale, un effet d'âge relatif atténué ou même absent a été rapporté pour l'initiation de méthylphénidate dans certains pays où l'entrée à l'école pouvait être repoussée selon la maturité de l'enfant, ce qui va dans le sens de cette première hypothèse. Une autre hypothèse serait que les enfants les plus âgés d'une classe, qui sont relativement plus mûrs, pourraient avoir une probabilité moindre de diagnostic ou un retard de prise en charge du TDAH. Cette hypothèse est à considérer particulièrement dans un contexte d'offre de soins qui est restreinte en France pour la pédopsychiatrie et qui pourrait constituer un frein aux bonnes pratiques de diagnostic et de prise en charge du TDAH. En conclusion de ce travail, parmi les enfants d'un même niveau scolaire en France, une différence d'âge de quelques mois a un impact important sur la fréquence d'initiation de méthylphénidate. 2 hypothèses pouvaient expliquer ce résultat: une non-adaptation des attentes pédagogiques à l'âge relatif et au niveau de maturité neurologique des enfants, mais aussi un repérage plus précoce de certains troubles du neurodéveloppement chez les plus jeunes enfants de chaque classe, aux dépens des plus âgés. Les mécanismes probables pourraient être la pression du système éducatif, l'offre de soins contraintes. Il est important que les médecins prescripteurs, les enseignants soient conscients de la possibilité qu'une immaturité relative liée à l'âge réel puisse être diagnostiquée par excès comme un TDAH et ajuster leur pratique d'enseignement, de diagnostic, mais aussi de prise en charge thérapeutique en conséquence, sans perdre de vue qu'une maturité relative par rapport à l'âge réel, notamment chez les enfants les plus âgés de la classe, pourrait conduire à un sous-diagnostic de TDAH. Ces résultats ont donné lieu à un rapport publié en juin dernier que vous pourrez retrouver sur le site d'Epiphare. Nous nous étions intéressés également dans ce rapport à l'effet d'âge relatif en lien avec les recours à l'orthophonie, dont une large partie des indications chez les 5-10 ans concernent les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, ou les troubles 10. Et nous retrouvions un effet du mois de naissance sur les initiations d'orthophonie de même ordre de grandeur que celui du méthylphénidate, voire même un peu plus marqué. Donc on retrouvait là ces courbes d'incidence avec cette chute brutale de l'incidence entre les enfants nés en décembre et ceux nés en janvier, juste l'année d'après, et puis une augmentation du risque qui était très, très régulière cette fois-ci d'initier de l'orthophonie selon le mois de naissance. Et voilà, j'en ai terminé, je vous remercie.